Nous sommes le 5 décembre 1488. Jean de Tournai et son ami Guillaume Blondre franchissent le col de Montgenèvre, près de Briançon, à la frontière actuelle entre l'Italie et la France. Leur objectif, se recueillir sur la tombe de Saint-Jacques à Santiago de Compostelle, à l'autre bout de l'Europe. Ce col est à 1850 mètres, bien plus haut que le col de Roncevaux, à 1050 mètres, ou celui du Somport, à 1630 mètres. Rien de tout cela ne les impressionne. Parti de Valenciennes, dans le nord de la France actuelle, le 25 février de la même année, Jean de Tournai est d'abord allé en pèlerinage à Rome, en passant par la Belgique, la Hollande, l'Allemagne, l'Autriche et l'Italie actuelle. Aucun de ces pays n'existera en tant qu'État politique avant 4 siècles. Ce ne sont que multitude de cités-États aux multiples frontières, toujours changeantes, que notre pèlerin doit franchir de sauf-conduit en sauf-conduit. Puis, de Rome, il se rend en bateau, jusqu'en Terre Sainte, prier sur le tombeau du Christ. De retour à Rome, il convainc Guillaume, un prêtre, de le suivre à Compostelle. À cette époque, l'Espagne est encore divisée en 4 royaumes, dont celui de Grenade au sud est encore aux mains des musulmans. Le royaume de France est aussi fragmenté en une multitude de duchés, comtés et baronnies, et il est en guerre avec les villes de Flandre, dont fait partie Valenciennes, et cela causera de nombreuses frayeurs à Jean, tant à l'aller qu'au retour. Son voyage durera plus d'1 an, mais cette présentation ne portera que sur la partie se déroulant en France et en Espagne, soit environ 3 mois. On sait peu de choses de Jean, même pas son âge. Mais il devait être en pleine forme quand on voit les distances infernales qu'il parcourt jour après jour. Il habite Valenciennes, dans la paroisse de Saint-Géry, dont un de ses 2 frères est chanoine. Il est marié, mais sans enfant. C'est un bourgeois, marchand de tissus. Ce n'est donc pas un noble, un ambassadeur ou un ecclésiastique, comme bon nombre des pèlerins qui ont laissé des comptes rendus de leur pèlerinage. Ces récits ne devaient pas refléter la réalité de la majorité de ceux qui se rendent sur les lieux saints. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi l'histoire de Jean plutôt que celle décrite par les plus hauts membres de l'élite du temps. Mais Jean est à l'aise financièrement et il part à cheval de Valenciennes accompagné par toute une troupe de parents et d'amis. Mais il vend son cheval 1 mois plus tard à Florence, dit-il, car il est fatigué. À son retour de Rome, il rencontre Guillaume Blondre, un curé des environs de Valenciennes, et il lui propose de l'accompagner et de payer ses dépenses pour aller à Compostelle. Mais il cherchait peut-être plus un serviteur pour porter ses bagages qu'un compagnon de voyage. Dans les villes où il couche, il préfère généralement les auberges aux hôpitaux qui accueillent les pèlerins. Comme les pèlerins d'alors, le contact avec les reliques est un puissant moteur de son pèlerinage. Il lui faut baiser le bras de Saint-Antoine ou celui de Marie-Madeleine. La puissance magique des reliques se transmet même à travers les objets qui les touchent. Et en Italie, en présence d'une peinture attribuée à Saint-Luc, je touchai l'image avec tous les petits objets que j'avais. À un de ses compagnons de voyage en Terre Sainte, il donne à son retour un chapelet de jais qui avait touché le chef de Saint-Jacques, ce qui devait en faire en soi un précieux objet de vénération. Il nous est difficile d'imaginer l'impact émotif provoqué chez lui par tout ce qu'il a vu le long de son périple. Mais nous pouvons repasser sur les lieux qu'il a visités, en nous demandant si ce que nous voyons maintenant correspond à ce qu'il a vu il y a 6 siècles. C'est en partie ce à quoi cette présentation vous convie. Son récit nous donne aussi une idée de la longueur des étapes à cette époque. Jean n'est peut-être pas très représentatif du pèlerin moyen, car il mentionne qu'un pèlerin allemand qui les accompagnait décide de les quitter car nous allions à trop grosse journée. Il est intéressant aussi de voir quel chemin nos 2 compères utilisent et de les comparer à ceux considérés véritables de nos jours. Les différents repères en jaune sur les diapositives suivantes correspondent aux différentes étapes de son voyage et les repères en rouge sont des villes références aux alentours ou sur les chemins de Compostelle actuels. Donc, après avoir parcouru plus de 8160 km à cheval, en bateau et à pied, le voilà le 5 décembre en plein hiver au milieu des Alpes. La traversée de ces montagnes en cette saison a dû être très dangereuse, surtout quand on prend un raccourci. Il écrit: « Il faut faire savoir à tous qu'à la sortie de Briançon, on nous indiqua un chemin plus court qui devait nous éviter de monter très haut. On nous fit quitter le grand chemin à main droite, ce qui fut la plus grande folie, car ce fut à 100 000 contre 1 que nous ne tombions de 2 fois plus haut que le clocher de Saint-Géry. Le lendemain, autre frousse,
Ils se perdent et marchent 3 heures sous la lune. Le chemin qu'ils parcourent dans les quelques prochains jours n'est rien d'autre que l'ancienne voie Domitia, qu'empruntaient les Romains pour se rendre de la plaine du Pô jusqu'en Espagne. Au Moyen Âge, plusieurs chemins qu'empruntaient les pèlerins, les marchands et autres voyageurs étaient d'anciennes voies romaines. Mais alors que la voie Domitia passe par Sérestre pour se rendre vers le Rhône, Jean a un autre objectif, Saint-Maximin. Le 11 décembre, ils arrivent à Saint-Maximin après une dernière étape de 90 km. Ce jour-là, nous passâmes tant de bois que ce fut très étonnant. Saint-Maximin est le célèbre lieu qui habite les reliques de Marie-Madeleine, une sainte que Jean invoque particulièrement, surtout dans les tempêtes en mer qu'il a dû affronter lors de son voyage à Jérusalem. Si vous pensez encore, selon le Codex Calixtinus, que le corps de Marie-Madeleine est à Vézelay, sur le chemin de Compostelle du même nom, mettez de l'ordre dans votre liste des bulles papales. Il est vrai que dès 1050, une bulle papale confirme que les reliques de l'abbaye de Vézelay sont bien celles de Marie-Madeleine. Le Codex Calixtinus, écrit aux environs de 1150, est donc fidèle aux déclarations du Saint-Siège. Mais en 1279, le comte de Provence, Charles II, fait faire une fouille dans l'église Saint-Maximin et découvre un corps que le pape Boniface VIII, en 1295, déclare être celui de la sainte, ce qui entraînera le déclin de l'abbaye de Vézelay. Pourquoi Boniface VIII favorise-t-il ainsi Saint-Maximin? C'est qu'il a besoin de l'armée de Charles II, devenu entre-temps roi de Naples, pour expulser de la Sicile la famille régnante hostile au pape. Un gros cadeau entre amis, car attribuer à cette église des reliques aussi prestigieuses amènera un grand nombre de pèlerins avec les énormes avantages pécuniaires qui en découlent. Au Moyen Âge, l'Église catholique considère que Marie de Magdala est la même personne que Marie de Béthanie, sœur de Marthe et de Lazare, de même qu'une pécheresse anonyme mentionnée dans l'Évangile selon saint Luc. Ceci transforme donc Marie de Magdala en Marie-Madeleine, sœur de Marthe et de Lazare, et aussi en pécheresse repentante. Saurez-vous identifier Marie-Madeleine dans cette magnifique mise au tombeau que l'on retrouve à Moissac sur le chemin du Puy-en-Velay? C'est celle de droite, celle qui porte les cheveux découverts, symbole des femmes de mauvaise vie. Dans la crypte de la basilique de Saint-Maximin, Jean raconte « En ce lieu me fut montré le chef, autrement dit la tête, de Madeleine, très riche à voir. On voit en entier le saint visage de la Madeleine et où notre Seigneur Jésus-Christ mit sa main après la sainte résurrection. Cette partie est en chair et en os, telle qu'elle était à l'heure où elle fut en présence de Jésus-Christ. Et le reste du visage, où notre Seigneur ne mit pas la main, est tout découvert. En d'autres mots, les os sont apparents. Il peut aussi baiser un os du bras de Madeleine sur le grand autel. Le reliquaire de la tête de Madeleine était à l'époque en or et contenait des pierres précieuses. Il fut détruit à la Révolution, et celui que l'on voit de nos jours est une réplique en bronze faite en 1860. Les restes qu'il contenait ont été sauvés par des mains pieuses, selon l'expression consacrée. L'écusson en bas à droite est celui de Charles II. Un noble a tout à gagner à s'associer à une relique aussi prestigieuse. Jean précise aussi « Dans une châsse est son corps ». On trouve actuellement une châsse dans une niche de la crypte, mais elle fut fabriquée elle aussi en 1860, après les déprédations révolutionnaires. Ce n'est donc pas celle vue par Jean. On trouve dans la crypte plusieurs sarcophages paléochrétiens, dont un est censé avoir contenu les restes de Madeleine lors de sa découverte en 1279. Tous ces sarcophages sont maintenant datés du IVe siècle. Comment les reliques de Madeleine se sont-elles retrouvées à Saint-Maximin? La légende veut que Marie-Madeleine ait fui par la mer les persécutions d'Hérode avec Sainte Marthe et Saint Lazare, ses parents mythiques, et avec Maximin, leur intendant non mentionné dans les Écritures. Ils accostèrent aux Bouches du Rhône, à Sainte-Marie-de-la-Mer, et Maximin devint le premier évêque d'Aix et enterra Madeleine sur les lieux de l'actuelle basilique, là où il fut lui-même enterré. Dans l'après-midi du 11 décembre, nos deux compères se mirent en route pour la Sainte-Baume, à 20 km de Saint-Maximin. C'est là, dans une grotte à flanc de montagne, qu'aurait résidé, selon la légende, Sainte Marie-Madeleine avant sa mort.
Et au plus haut de la roche, il y a une petite chapelle fondée en l'honneur de Dieu, de la Vierge Marie et de la glorieuse Madeleine. On y acquiert de très grands pardons en y montant, car c'est l'endroit où les anges montaient Madeleine 7 fois par jour. Tel qu'illustré par cette gravure de 1492. On y voit Madeleine, dont la pudeur est protégée par ses longs cheveux, et l'entrée de la grotte et les bâtiments où nos deux pèlerins passèrent la nuit. De nos jours, ces bâtiments ont été reconstruits et la grotte se visite toujours, tout comme Jean qui y voit une église. En cette église, on ne voit goutte car elle est taillée dans une roche. En ce même lieu, et pour mémoire, à l'endroit où se tenait Madeleine, il y a une statue couchée sur le côté, la main droite tenant son flacon de parfum. La bouteille de parfum est un des symboles identifiant Marie-Madeleine, car les évangiles racontent que le Christ fut parfumé par au moins une des 3 femmes qui deviendront la Sainte Marie-Madeleine du Moyen Âge. Jean continue. De taille humaine, elle semble dormir. C'est ce que le pèlerin moderne peut encore voir de nos jours, à l'exception de la bouteille de parfum, car toute la grotte fut saccagée, incluant les statues lors des guerres de religion et à la Révolution. La statue actuelle provient du tombeau du comte de Valbelle, mort en 1778, et, selon certains, elle représenterait une des maîtresses du comte, l'actrice Mademoiselle Clarion. De la Sainte-Baume, nos deux pèlerins se rendent le lendemain à Marseille. Jean parle de la ville, où il y a un très beau port. Tout près, il y a une église abbatiale, laquelle s'appelle Saint-Victor, et est magnifiquement fortifiée et entourée de murailles. Les pèlerins québécois, en route pour le chemin d'Arles, arrivent souvent par l'aéroport de Marseille, et ils seront d'accord avec la description de Jean. L'abbaye de Saint-Victor date du 5e siècle. Elle est à l'origine de l'établissement de Saint-Maximin et de la Sainte-Baume, et son influence s'est étendue dans tout le sud de la France. La Romieux, sur le chemin du Puy, a appartenu à l'abbaye de Saint-Victor. Il visite ensuite la cathédrale de Marseille, aujourd'hui en grande partie détruite, pour y voir la tête de Saint-Lazare. Le lundi 15 décembre, les voilà à Tarascon. C'est pour y visiter la collégiale royale de Sainte-Marthe. Sainte-Marthe, la sœur de Lazare, fut révérée à Tarascon, où une légende veut qu'elle délivra la ville d'un monstre, la Tarasque, qui terrorisait les habitants. Jean décrit la crypte dans laquelle se trouve la tombe de la Sainte. On dit que c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui a enseveli Marthe de ses propres mains. La tombe est fort belle. Est-ce la même que le pèlerin moderne peut voir dans cette crypte remaniée, maintenant sous forme d'un autel? Jean rajoute. Après, nous fut montré le trésor de l'église, où se trouve le chef de Sainte-Marthe. Voilà ce que vous verrez de nos jours. Et voilà ce que Jean a vu, tel que représenté dans une peinture du XVIIe siècle. Ce reliquaire en or fut commandé par le roi de France, Louis XI, en 1476, soit seulement 13 ans avant la visite de Jean. Le coût de l'œuvre s'éleva à plus de 5000 écus d'or. Il fut détruit à la Révolution et remplacé au XIXe siècle par le reliquaire en bronze doré actuel. Le petit personnage agenouillé devant le reliquaire est Louis XI, qui éleva le sanctuaire au rang de collégiale royale en 1482. De Tarascon, nos deux pèlerins pensaient se diriger vers Compostelle par une route dite du Roussillon, qui passerait par Perpignan ou passer par Arles et Saint-Gilles, comme sur le chemin d'Arles actuel. Mais comme Jean désirait se rendre à Saint-Antoine-l'Abbaye, ils partirent vers le nord en suivant le Rhône, en passant par Avignon, Orange et Valence. Ils arrivent en pleine tempête de neige à Saint-Antoine-l'Abbaye le 20 décembre. Dans l'église, on leur montra une châsse d'argent doré, en laquelle est conservé le corps de Saint-Antoine. On peut toujours voir dans le mausolée, au milieu de l'église, la châsse qui contient les reliques du saint. Malheureusement, elle date de 1648, car, là encore, les guerres de religion ont laissé leurs traces. Ce n'est donc pas celle qu'a vue Jean. Mais de quel saint s'agit-il? On parle ici de Saint-Antoine le Grand, un ermite égyptien vivant dans le désert et mort au IVe siècle.
Ces reliques auraient été ramenées de Constantinople en 1070 dans ce village par un seigneur local. Ce moine était connu pour avoir eu des hallucinations inspirées par le diable pour le détourner du droit chemin, mais il sut leur résister. Au Moyen Âge, plusieurs peintres ont représenté la tentation de saint Antoine, mais d'après moi, c'est celle du peintre surréaliste Salvador Dali qui l'illustre le mieux. Au début du Moyen Âge sévissait une maladie, le mal des ardents, aussi nommé feu de saint Antoine, causé par l'ergot de seigle, un champignon qui pousse sur les grains de plusieurs céréales lorsqu'elles sont mal entreposées. En période de disette, nombreuse à cette époque, on moulait même le grain avarié, ce qui causait cette maladie dans les populations déjà affaiblies par la famine. Incorporée au pain, la toxine provoque des hallucinations et la gangrène des extrémités. Ce sont ces hallucinations qui touchaient les malades qui donnèrent probablement l'idée à la communauté affectée au service des reliques de saint Antoine, les Antonins, de développer alors un remède pour vaincre cette maladie mystérieuse, lui qui avait su vaincre ces manifestations du diable. Jean mentionne « À la droite du cœur est la chapelle où l'on donne à baiser le bras de saint Antoine. Quand on jette sur ce bras le plus fort vin de Beaune, ou un autre, bon et délicieux, après, il devient comme le plus fort vin aigre qu'il serait possible de trouver. » Ce que Jean prend ici pour une sorte de miracle est en fait la recette du remède des Antonins. Il s'agissait de donner aux malades quelques gouttes de ce liquide, le saint vinage, qui provenait du contact de vin avec les eaux du saint. Jean, qui n'est resté que quelques heures dans l'abbaye, n'a peut-être pas saisi l'origine du mythe de cette transformation soi-disant miraculeuse du vin en vinaigre. En plus du saint vinage, le traitement était accompagné de pain et de nourriture de meilleure qualité, ce qui pouvait réellement entraîner une amélioration de l'état des malades. C'est pourquoi saint Antoine est fréquemment représenté dans les églises accompagné d'un petit cochon. C'est que les Antonins avaient le privilège de pouvoir laisser dans les communautés villageoises un petit cochon qu'on laissait engraisser et que l'on utilisait ensuite pour fournir de la viande aux malades et les aider à reprendre des forces. La communauté des Antonins s'est répandue dans toute l'Europe et on retrouvait la maison mère d'Espagne à Castroheris. C'est le monastère de San Antón, dont les ruines impressionnantes peuvent être encore admirées sur le Camino Frances. Une fois leur dévotion faite, Jean et Guillaume redescendent le Rhône, qu'ils traversent à Pont-Saint-Esprit, lequel, dit-il, lequel pont contient 22 arches. Construit en 1309, c'est le plus vieux pont sur le Rhône et il semble avoir raccourci, car il ne comporte plus que 20 arches de nos jours. Le 23 décembre, ils sont à Nîmes. Le petit détour pour honorer Saint-Antoine à partir de Tarascon ne représente que 323 km en séjour pour une moyenne de 46 km par jour. Rien pour effrayer nos deux marcheurs. Mais Noël est dans 2 jours et Jean veut pouvoir célébrer dignement dans une ville où l'on trouve du confort. Cette ville, c'est Béziers. Mais Béziers est à 100 km de Nîmes. Qu'importe, il écrit. Ce jour-là, j'eus tant de mots qu'il est difficile d'en porter plus en si peu de temps. Parti à la lueur de la lune, à 3 heures du matin, Jean s'aperçoit que son ami et porteur a oublié à l'autel la palme qu'il a ramenée de la Terre Sainte, symbole des pèlerins ayant visité le Saint-Sépulcre. Il le gronde en ces termes. « Vous savez bien que je ne porte rien et vous savez aussi que je vous ai pris avec moi pour porter tous mes bagages. » Jean est certainement un marcheur résistant, mais que dire du pauvre curé qui transportait ses bagages? Voilà à quoi ressemble cette palme que portent fièrement ces membres de la Fraternité des pèlerins de Jérusalem de Haarlem, immortalisée par un autre peintre flamand en 1528. C'est un souvenir irremplaçable. Il faut retourner à l'hôtel et repartir. Le vent était si grand que je ne pouvais pas avancer. Ils se rendent néanmoins et ils prendront une rare journée de repos à Béziers, le jour de Noël. Ils repartent le 26 décembre, jour de Saint-Étienne. Ils passent par Carcassonne, qui est de nos jours sur le chemin du Piémont, et se rendent à Villefranche de Lauragais, sur l'actuel chemin d'Arles. Pourquoi ont-ils pris ce chemin plutôt que suivre l'actuel chemin d'Arles qu'ils ont croisé à Montpellier, un peu avant Béziers? Pourtant, le Codex Calixtinus recommande aux pèlerins d'aller honorer les reliques de Saint-Guilhem à Saint-Guilhem-le-Désert, sur le chemin d'Arles, lequel de nos jours
passent ensuite par Muret-sur-Vèvre, Castres et Revel, avant d'arriver à Toulouse, comme le montrent les repères rouges sur cette carte. Tout d'abord, Jean n'a certainement jamais lu le Codex Calixtinus, qui n'a connu pratiquement aucune diffusion au Moyen Âge. D'ailleurs, le Codex ne donne pratiquement aucun détail sur les différents chemins de Compostelle en France. De plus, à cette époque, l'abbaye de Gélone, à Saint-Guilhem-le-Désert, est en déclin. Finalement, le passage par Carcassonne évite la fin des montagnes du Massif central que traverse l'actuel chemin d'Arles, tel qu'on le voit en vert sur cette carte entre Saint-Guilhem-le-Désert et Castres. C'est une région sauvage, même de nos jours. Fait à noter, un autre pèlerin, Hermann Kunig, parti du lac de Constance en 1495, reprend le même chemin par Béziers et Carcassonne pour arriver à Toulouse. Carcassonne, une magnifique cité, toujours entourée d'une double muraille, quoique reconstruite au 19e siècle. Elle fait partie aujourd'hui du chemin du Piémont, qui longe les Pyrénées et passe par Lourdes pour rejoindre Saint-Jean-Pied-de-Port. À Villefranche de Lauragais, le paysage a bien changé de nos jours. Le pèlerin moderne y suit le canal du Midi jusqu'à Toulouse. Rien de tout cela n'existe du temps de Jean, le canal du Midi datant seulement de 1681. Ce fut un des plus grands chantiers en France sous Louis XIV. En se rendant à Toulouse, il croise un pèlerin qu'il qualifie dédaigneusement de « gueux parfait ». Jean n'est pas noble, mais un homme de sa qualité ne s'adresse pas à un homme de si basse condition. Il demande donc à son compagnon « Achetez à ce pèlerin son bourdon, car il est temps que je montre que je suis pèlerin. » Peut-être que la palme de Jérusalem n'était pas assez reconnue dans cette région pour bien montrer son état de pèlerin. Arrivé à Toulouse le 29 décembre, le lendemain, on les mène à l'église Saint-Cernin, car, quand mon hôte et mon hôtesse ont su que je revenais de Jérusalem, ils ne savaient que faire pour moi. À Saint-Cernin reposent dans des chasses les corps des apôtres Saint-Simon, Saint-Jude, Saint-Philippe, Saint-Barthélemy et Saint-Jacques le Mineur. Les textes d'époque précisent d'ailleurs qu'il manque la tête de ce dernier, qui serait à Compostelle. Mais surtout, on trouve aussi le corps de Saint-Jacques le Majeur dans une châsse d'argent. La châsse actuelle date du 19e siècle et donne une idée à quoi devait ressembler l'original, bien que l'on y voyait Saint-Jacques entouré de 8 évêques. Le site web officiel de l'Église ne parle plus que de la châsse de Saint-Saturnin, premier évêque de Toulouse, l'autre nom de Saint-Cernin. Curieusement, Jean ne mentionne pas le reliquaire supposé contenir la tête de Saint-Jacques le Majeur, dont une copie peut être encore vue dans le trésor de l'Église. Guillaume chanta une messe devant le corps de Saint-Jacques le Majeur, et Jean fit mettre par un tailleur les insignes montrant qu'ils étaient pèlerins. Dans la même journée, il visite le couvent des Jacobins, où se trouvent encore les restes de Thomas d'Aquin. Il ne reste rien du monument funéraire qu'a vu Jean. Inauguré en 1374, il fut pillé en 1562 lors des guerres de religion. Refait sous Louis XIII, il fut encore détruit à la Révolution, mais les restes du saint furent sauvegardés et intégrés dans la châsse actuelle en bois doré réalisée en 1976. Ce même 30 décembre, nos deux compères partent de Toulouse et empruntent à peu près le tracé du chemin d'Arles actuel jusqu'à Morlas, qu'ils atteignent le 2 janvier, soit en 4 jours, en comparaison des 11 étapes recommandées sur le chemin actuel. Mais contrairement au chemin d'Arles actuel, qui évite curieusement Pau, il couche dans cette ville dominée par le magnifique château des Princes de Béarn, qui deviendra le lieu de naissance d'Henri IV 60 ans plus tard. Délaissant l'actuel chemin d'Arles, il passe ensuite par les dernières étapes du chemin de Vézelay actuel, soit Sauveterre de Béarn, Saint-Palais et Ostabat, et dans chaque ville, ils sont tenus de payer un impôt sur chaque pièce d'or qu'ils transportent. Il écrit « Il faut savoir qu'à l'entrée des villes, des garçons attendent les pèlerins et les passants. Ils vous prennent par la manche et vous mènent aux maisons de ceux qui perçoivent ces impôts. Ils peuvent vous faire fouiller ou vous fouiller eux-mêmes. Ils sont si pauvres et si larrons que c'est une grande pitié. » Ils arrivent à Saint-Jean-Pied-de-Port le 5 janvier. Le lendemain, ils entreprennent de gravir la montagne de Roncevaux, longue de 5 lieues. Sa description de la montée est assez surprenante. Pour les 4 premières lieues, elle est assez bonne à monter, mais la 5e est si forte et raide que c'est terrible.
C'est plutôt les premiers kilomètres à partir de Saint-Jean-de-Pied-de-Port qui sont en pente raide, le reste étant plus facile à monter. S'agit-il d'une erreur de mémoire, d'un texte écrit longtemps après les faits ou d'une erreur de transcription? On ne sait pas. Il précise « En cet endroit, il y avait beaucoup de neige ». De nos jours, un pèlerin qui tenterait de passer à Roncevaux à cette date risque de tomber sur ce panneau qui ne devait pas exister au temps de Jean. De l'église de l'abbaye de Roncevaux, Jean n'en dit rien d'autre qu'elle est assez belle. La table d'autel est en argent, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. On mentionne également une statue de la Vierge. Ce pourrait bien être celle que l'on peut voir de nos jours. Elle est en bois, recouverte d'argent et aurait été fabriquée à Toulouse au début du 14e siècle. On lui montre aussi les corps de Roland et d'Olivier, de même que l'étrier du fictif évêque Turpin, l'auteur supposé d'un des livres du Codex Calicinus, celui qui a popularisé la légende de Roland et de sa bataille à Roncevaux. Voici l'authentique corps de Roland, exposé dans un musée à Toulouse, mais il y en a plusieurs en Europe. On peut se demander ce que faisait Roland avec tous ces corps. Jean mentionne également que, hors du chœur, il y a 2 tombes, dans lesquelles sont ensevelis plusieurs chevaliers morts en ce lieu. S'agit-il de la tombe de Sanche-le-Fort, transférée à Roncevaux en 1234 et que l'on peut y voir actuellement? Si c'est le cas, il y a erreur sur le sujet, car Sanche-le-Fort, un des vainqueurs des musulmans à la décisive bataille de Las Navas de Tolosa en 1212, est mort à Tudela en 1234. Alternativement, il pourrait s'agir de la chapelle Spiritus Sanctus, pourtant située hors de l'église, qui serait le lieu légendaire où seraient enterrés plusieurs des chevaliers morts pendant la supposée bataille de Roncevaux. Dans les faits, il s'agit du lieu où on enterrait les pèlerins morts à l'hôpital adjacent. D'ailleurs, Jean parle de cet hôpital, qui, dit-il, donne une assez bonne nourriture aux passants qui le veulent. Quant à lui, il va coucher à Burgueté, 2 kilomètres plus loin, où nous fîmes très bonne chère. C'est dans cette section de son histoire que Jean décrit un peu la vie d'un voyageur et son expérience des auberges en Espagne. Ceci est une représentation d'une auberge espagnole, malheureusement largement anachronique puisqu'elle date du 19e siècle. Il dit « Pas de lieu d'aisance, car dans ce pays, ils font leurs nécessités partout. Cela est fort infâme. » Et même dans les hôtelleries, on est logé comme on le serait dans les bordels outre-Pyrénées. Et encore, si quand vous êtes au logis et que vous voulez du pain, du vin, de la viande ou autre chose, il faut l'aller chercher vous-même, car vous n'aurez rien au logis qu'un lit pour vous coucher. Encore bien heureux si vous avez un lit, car la plupart n'en ont pas. Il poursuit, le vin blanc et le vin rouge sont mis dans des pots de chèvre cousus. Dans ce pays, s'il y avait une taverne avec 40 ou 50 convives, vous n'aurez qu'un verre ou un hanap pour vous tous. La coutume est très sale et mauvaise. Partis le 7 janvier, nos 2 pèlerins continuent de suivre l'actuel Camino Frances, bien que Jean ne mentionne jamais ce nom. Il ne parle pratiquement pas de Pampelune, bonne et bien marchande, ni de Stella, brûlée et détruite par les guerres, ni de Logrogno, qu'il situe au pays de Castille, en laquelle ville, parce qu'elle est frontière avec la Navarre, le roi y tient toujours garnison. De quel roi s'agit-il? À cette époque, 2 personnes règnent dans cette région de l'Espagne, Isabelle de Castille, qui occupe le trône de Castille, et Ferdinand, celui d'Aragon. Ce dernier, de par son mariage avec Isabelle, n'est donc que le roi consort de Castille. Jean ne semble pas au courant de la nuance. En passant par Santo Domingo de la Calzada, il évoque évidemment le miracle du pendu dépendu et parle de la famille du coq et de la géline que Jésus-Christ et Saint Jacques ressuscitèrent de la broche où ils cuisaient. Mais à l'époque, ils sont derrière le grand autel, tout en haut, en une cage, et ils sont tous les 2 blancs, alors que le pèlerin moderne trouvera leur descendant, tout blanc aussi, mais dans un des bras du transept de l'église. Il ne fait que passer à Burgos le 12 janvier, et il ne dit pas un mot de sa magnifique cathédrale. Et de la ville elle-même, il n'en dit que ceci, laquelle est une bonne grosse ville, bien marchande, en laquelle on m'a dit qu'il y avait un crucifix de la forme et taille de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais lorsque j'y étais, je ne l'ai pas vu.
Ce crucifix se trouve maintenant dans la cathédrale, mais si Jean l'y a cherché, il n'a pas pu l'y trouver, puisqu'à cette époque, il était au monastère royal de San Augustine. Il n'a pas pu non plus y admirer dans la cathédrale la tombe du Cid qui s'y trouve de nos jours, car elle était à ce moment-là au monastère Saint-Pierre de Cardena à cette époque. De même, il n'a pas pu s'extasier, comme le pèlerin moderne, sur la magnifique tombe du connétable Fernandez de Velasco, qui termina la conquête du royaume musulman de Grenade en 1492, car il ne mourra que 3 ans plus tard, la même année. Par contre, comme tout bon pèlerin à la recherche d'un gîte, il rapporte avoir vu, au sortir de la ville, près des portes, un très bel hôpital et très bien pourvu. Fidèle à son habitude, il précise « On y donne une bonne ration de nourriture, m'a-t-on dit, car je n'y suis pas allé. Ne cherchez pas les portes de nos jours, mais vous trouverez l'Hospital d'El Rey, devenu faculté de droit de l'université locale. Nos 2 marcheurs ont couvert la distance Roncevaux-Burgos en 6 jours, contre les 12 étapes généralement suggérées actuellement. » Toujours sur le Camino Frances, Jean ne mentionne qu'en passant les noms de Castro-Héris et la Forte Côte qui suit. De même que Fromista, Población del Campo, Sahagún et finalement Léon, où il arrive le 15 janvier. Pas un mot non plus sur sa très élégante cathédrale, ou sur la basilique Saint-Isidore, qui pourtant abrite les restes de ce docteur de l'Église. À Léon, il charge son ami et porteur de lui acheter une nouvelle paire de chaussures. Guillaume lui ramène donc une paire de souliers gros, raides et forts. Il décide ensuite de quitter le Camino Frances pour se rendre vers Oviedo en empruntant l'actuel Camino de San Salvador. À la première étape, après seulement 33 km, Jean constate les blessures laissées par ses nouvelles chaussures. « On n'eût pu coucher un doigt sur mes 2 coups de pied dans les plaies qu'il m'avait faites. Ces plaies me durèrent depuis ce jour jusqu'à mon retour à Valenciennes et même encore après. Néanmoins, je n'arrêtai pas de marcher. » La morale de cette histoire? Pèlerins, achetez vous-même vos chaussures. Arrivés à Oviedo le 19 janvier, ils vont entendre la messe dans la cathédrale. Puis, ils vont visiter la Santa Camara adjacente, que peut encore visiter le pèlerin moderne. Ce monument fut construit au 9e siècle, à l'époque d'Alphonse II, sous le règne duquel furent découverts les restes de Saint-Jacques à Compostelle. Elle fut détruite lors des émeules ébranlant les Asturies en 1934 et reconstruite depuis. Elle abrite de nombreuses reliques qui devaient être irrésistibles aux pèlerins du Moyen Âge. Jean parle d'un crucifix qui a répondu aux prêtres qui chantaient la messe. Le pèlerin moderne ne pourra continuer la discussion car il a disparu depuis. Il mentionne également une croix faite par les anges du paradis que l'on peut toujours admirer de nos jours. Dans une chronique racontant la vie d'Alphonse II, il est mentionné que 2 pèlerins orfèvres, de quel pèlerinage pouvait-il s'agir à cette époque, offrirent leur service au roi qui accepta leur offre. Une fois la croix terminée, ils disparurent. Au revers de la croix, on trouve la date de sa création, en 808, alors qu'Alphonse II était bel et bien roi des Asturies. Sceptique, Jean raconte aussi « Certains pèlerins maintiennent que c'est la croix avec laquelle notre Seigneur Jésus rompit les portes de l'enfer après la sainte résurrection. Mais il n'en est rien. » Si, comme moi, vous ne vous souvenez pas bien de cette histoire plutôt obscure dans les Saintes Écritures, voilà une image qui vous confirmera que cette descente aux enfers a bien eu lieu. Cette peinture de Maestro Bartolomé date de 1493 et est donc presque contemporaine de la visite de Jean à Oviedo. Vous la trouverez d'ailleurs au Musée des Beaux-Arts des Asturies d'Oviedo. Mais, selon celle-ci, il semble bien que c'est plutôt à coups de bâton que le Christ se fit ouvrir la porte de l'enfer, ce qui semble avoir causé beaucoup de frayeur à ses gardiens. Plus surprenant est le fait que Jean ne mentionne pas le Saint-Suaire d'Oviedo, que l'on peut toujours voir de nos jours. C'est le pendant espagnol du Saint-Suaire de Turin, dont les premières mentions datent du XIVe siècle. Or, on a des preuves que le Saint-Suaire d'Oviedo existait dès le début du IXe siècle. Peut-être n'était-il pas visible au moment du passage de Jean. Le Saint-Suaire d'Oviedo a récemment été daté au carbone 14 comme étant du 7e siècle. Finalement, Jean laisse voir une certaine réserve sur les vertus des produits miraculeux qu'on offre aux pèlerins. « Je pris une lettre comme font plusieurs pèlerins.
On maintient qu'elles servent à mettre sur les femmes quand elles sont en travail d'enfant et qu'elles s'en trouvent soulagées. La foi fait tout, car il n'y a rien d'autre dans cette lettre que la liste des reliquaires qui sont dans cette église. Le jour même de leur arrivée, nos deux pèlerins repartent pour aller retrouver l'actuel Camino del Norte sur la côte, à Navia, en passant à travers une chaîne de montagnes. Dans cette section de leur voyage, jusqu'à Compostelle, il est difficile de déterminer la longueur de plusieurs de leurs étapes, puisqu'on ne retrouve plus les noms des villages où ils ont dormi. Au total, il s'agit de 240 km en séjour, soit 34 km par jour. Dans cette région, ils eurent quelques aventures malheureuses, alors qu'ils étaient à la recherche de gîtes. Un jour, dans une maison isolée, après avoir demandé et payé au prix fort pour avoir un lit confortable après une dure journée de marche, on les mena par un semblant d'échelle dans une chambre où le lit n'était que paille et nos draps n'étaient que couverture en haillons. Comme leur hôte dormait dans une chambre directement en dessous d'eux, tour à tour, ils pissèrent dans leur lit, arrosant le propriétaire qui vint voir par 2 fois ce qui se passait, alors que nos 2 amis feignaient de dormir. 2 heures après, quand la lune se fut levée, ils filèrent à l'anglaise. Une autre fois, après s'être fait copieusement mouiller par la pluie, ils trouvent refuge dans la maison d'un bûcheron. En guise de lit, il prit une fourche, prit de la paille à côté des bœufs qui étaient à côté de nous, et là, il fit notre lit comme on ferait une litière d'un cheval. Dans la nuit, les bœufs se détachèrent et ils sont venus nous flairer. Ils atteignent Compostelle le 25 janvier. Le lendemain, après s'être confessé, fait dire une messe et avoir communié, je montai à une échelle de bois derrière le grand autel, et là j'embrassai la statue taillée dans du bois faite à l'honneur de Saint Jacques. Sur le chef de la statue est une couronne que je pris dans mes mains et que je mis sur ma tête. Cette couronne, usée par plusieurs siècles d'utilisation, fut restaurée en 1519. On la retrouve dans un inventaire au XVIIe siècle, mais on perd sa trace au XVIIIe siècle. Sur cette enluminure, provenant d'un manuscrit commandé pour l'hôpital Saint-Jacques de Tournai et contemporaine du voyage de Jean, on ne voit pas de couronne. Ici, Saint-Jacques est coiffé d'un chapeau. Il s'agit vraisemblablement de celui du pèlerin qui étreint la statue. À défaut de se couronner, le pèlerin actuel peut toujours, comme Jean, étreindre la statue, un escalier ayant maintenant été aménagé derrière le grand autel. Ensuite, il a tout le loisir d'aller sous le maître-autel contempler la chasse supposée contenir les os de Saint-Jacques et de ses 2 disciples. Cette chasse fut créée en 1886 lors de la redécouverte des ossements perdus en 1589. Mais rien de tout cela n'existait du temps de Jean. D'ailleurs, vraisemblablement pour rassurer le pèlerin du Moyen Âge, triste de ne pas voir le corps caché dans la crypte, la statue indique du doigt un texte sur un rouleau qui précise en latin « Ici repose le corps de Saint Jacques, fils de Zébédée », comme le mentionne Jean et comme on peut encore le voir de nos jours. Ensuite, continue Jean, on me montra le bourdon du saint qui est au milieu de l'église à main droite. De nos jours, on ne peut plus contempler le dit bourdon, mais on peut voir dans la salle des reliques un contenant torsadé qui est censé le contenir, de même que celui de saint François de Sienne, un pèlerin qui recouvra miraculeusement la vue lors de son pèlerinage à Santiago. Il poursuit. Puis nous allâmes au fond de l'église, à main droite, à la Sainte-Chapelle. Là nous fut montré le chef de Saint-Jacques le Grand. De nos jours, c'est dans la salle des reliques qu'il faut se rendre pour voir ce merveilleux reliquaire. Le problème, c'est qu'on vous indiquera qu'il s'agit d'un reliquaire de la tête de Jacques le Mineur, et non celui de Jacques le Majeur, comme on l'a dit à Jean. Que s'est-il passé? Il semble bien que ce crâne, supposé être celui du Majeur, est abouti dans les mains de Diego Gelmírez, le puissant évêque de Compostelle au début du XIIe siècle. Mais, comme il y avait vraisemblablement déjà 3 crânes dans la crypte, à savoir celui de Saint-Jacques et de 2 de ses disciples, Diego évita d'ébruiter l'affaire et le cacha dans une niche creusée dans un mur. C'est un de ses successeurs, l'archevêque Béranger de Landor, qui redécouvrit le crâne et fit faire ce reliquaire que l'on peut voir de nos jours et qu'il attribua à Saint-Jacques le Mineur. Mais comme les pèlerins étaient en général fort déçus de ne pas pouvoir apercevoir aucun des restes de Saint-Jacques, toujours cachés dans la crypte,
On présenta longtemps ce reliquaire comme étant celui du majeur, comme le confirme un autre pèlerin en 1447, qui raconta avoir vu ce reliquaire porté en procession comme étant celui de Saint Jacques le Majeur. Comment Jean, qui a vu 27 jours auparavant Guillaume chanter une messe devant la châsse censée contenir le corps du Majeur à Toulouse, et qui a vu aussi à Rome une autre tête de Saint Jacques, comment réagit-il à cette étonnante ubiquité de ces restes? Voilà ce qu'il en pense. Pour moi, je l'ai vu à Toulouse, où ils disent qu'ils l'ont aussi, et même le corps des deux Saint-Jacques. J'ai vu les deux lieux, mais pour moi, je crois que le corps est à Toulouse et le chef est à Saint-Jacques. Mon idée me semble mettre tout le monde d'accord. En conclusion, je ne veux pas en faire débat, il est en paradis. Mais Jean laisse entendre qu'il flotte dans l'air un peu de suspicion, car il précise. Dans cette chapelle était un des officiers de l'Église. Il disait en 3 langues, latin, allemand et français, et très fort, que quiconque croyait fermement que le corps de Saint Jacques ne soit dans la châsse ou emmuré dans le grand autel, comme il apparaît sur la lettre au rouleau qu'indique la statue, cette personne a fait son pèlerinage en vain. Décourageant de douter après avoir fait tant d'efforts. D'ailleurs, à cette époque, la multiplicité des reliques de Saint Jacques devait être bien connue. Voici une carte montrant les lieux où on vénérait les reliques de Saint Jacques au Moyen Âge en France, et ce, à différentes époques. Le 27 janvier, il visite la cité, qui me semble une bien pauvre ville et fort dégoûtante par sa saleté. Et ils repartent le même jour par le Camino Frances. Ils passent donc par Ferreiros, Mélidé, Palas del Rey, Porto Marine et Sarriá. Ils ont certainement vu au passage l'église de San Nicolas de Porto Marine, mais pas au même endroit qu'un pèlerin actuel. En 1962, le village a été inondé par la construction d'un barrage sur la rivière Minot et l'église a été reconstruite pierre par pierre sur une hauteur. Le 29 janvier, il couche au château de Sarriá, qui reçut des hôtes aussi importants que les rois catholiques vers la même époque. Mais l'humble pèlerin actuel préférera le gîte local plutôt que la forteresse qui ne protège plus de la pluie. C'est ce jour-là, justement, que s'abritant de la pluie, sous la corniche d'une maison, une femme leur offrit une omelette et du pain. Jean passa le tout à son compagnon et à un Allemand qui s'était joint à eux. Mais la femme tenait à en faire profiter aussi Jean, qui lui dit « Mamie, il suffit, nous ne sommes pas de pauvres gens. » Mais, comme il ne parlait pas l'espagnol, il ne fut vraisemblablement pas compris, et devant la persistance de la dame, il accepta cette aumône, faite de bon cœur, à des pèlerins bien mouillés. Partis de Sarriá le 30 janvier, ils vont affronter 4 jours de tempête, dans la neige jusqu'aux reins, et fouillant la neige avec leurs bâtons pour trouver les bornes et éviter de se perdre. Effrayés par le mauvais temps, les habitants n'acceptèrent de les guider que sur de petites distances. Passé Cebreiro et Villafranca del Bierzo, ils arrivent à Astorga le 2 février. Le temps s'étant radouci et la neige ayant fondu, ils durent patauger jusqu'aux genoux dans des ruisseaux et des rivières glacées. Leur compagnon allemand les quitta, car il nous dit que nous allions à trop grande journée. Ils arrivèrent à Léon le 3 février, gelés et mouillés. Après souper, nous sommes allés nous coucher, et je n'ai pas pu réchauffer mes jambes de toute la nuit, bien que mon compagnon ait toujours mis ses jambes sur les miennes pour les réchauffer. N'oublions pas que dans les auberges à cette époque, on couchait à plusieurs par lit. Ils repartent de Léon le lendemain, et nous avons marché tout doucement, car je ne pouvais aller vite à cause des eaux que nous avions traversées. Il ne détaille pas ces étapes, mais il se rend à Burgos à 190 km en 4 jours pour plus de 47 km par jour. Il traverse des ruisseaux et des rivières 2 ou 3 fois par jour. Dans mes jambes, mon sang était à demi-mort et il me semblait qu'elles étaient paralysées. Une fois arrivés dans un hôtel à Burgos, leur hôte sortit ses instruments de musique et tout le monde se mit à danser, incluant Jean pourtant fiévreux. Pour rire, il demande aux musiciens de bien vouloir les accompagner, car je ne pouvais plus marcher, mais j'espérais que je marcherais très bien en dansant. Néanmoins, ils repartent dès le lendemain 8 janvier,
et prennent le chemin que l'on nomme actuellement le chemin basque de l'intérieur, qui passe par Briviriesca, Salvatierra, Segura et Tolosa. C'est un raccourci par rapport au Camino Frances et Jean semble pressé de retourner chez lui. Ce chemin passe par le tunnel Saint-Adrien. Ce tunnel naturel, agrandi de main d'homme, était déjà utilisé par les Romains. Son utilisation par des pèlerins est attestée au XIIIe siècle avec la fondation de villes comme Salvatierra et Segura en 1256. Le tunnel correspond à la frontière entre deux territoires basques, l'Alava et le Guipuscoa. Ce chemin est plus populaire à l'époque de Jean que maintenant, car c'était la grande route Bayonne-Burgos. Il possédait un ermitage, procurant un refuge aux hommes et aux animaux. Il y a là des gens qui demeurent, et on peut y recevoir du pain, du vin et le coucher pour son argent. Je n'ai pas voulu y coucher, a dit Jean. Ce chemin a progressivement été abandonné avec le développement du Camino Frances. Ils arrivent à Irún le 12 février. Le lendemain, sur un bac, ils passent la rivière Bidasoa, qui de nos jours comme alors marque la frontière entre l'Espagne et la France. Ils couchent à Bayonne, où ils rencontrent un chevalier qui était aussi allé en Terre Sainte et qu'ils avaient vu à Compostelle et à Léon. Ils y font bonne chère aux frais du dit chevalier qui tient à les accompagner jusqu'à sa maison à Blaye. Jean se fait faire une autre paire de souliers à double semelle et, avec les coutures en dehors, car j'avais de si grandes douleurs sur mes coups de pied que je ne pouvais continuer et qui m'empêchaient parfois de dormir. La ville est petite, une pauvre ville, fort vieille, dégoûtante et sale, mais elle est très fortifiée. Ils prennent ensuite l'actuel chemin de Tours et affrontent les Landes de Bordeaux, qui sont un passage périlleux, et vous n'y trouverez aucune bonne ville, sinon de 3 lieues en 3 lieues, une bourgade de 3 ou 4 maisons, avec des autres très mauvais, vilains et meurtriers. De nos jours, la solitude de cette région, couverte d'immenses forêts de pins, est la même, mais il n'y a plus rien à craindre de la part de ses habitants. Leur première étape les mène à l'Espéron, après 68 kilomètres. Leur ami chevalier les quitte là pour retourner à Bayonne, où ils devaient se marier le jour même. La nuit de noces a dû être très brève, car il rejoint les deux pèlerins le lendemain, plus de 40 kilomètres plus loin. 2 jours plus tard, ils couchent aux environs de Gradignan, où se trouve le prieuré de Caillac, qui accueillait et accueille toujours les pèlerins. Connaissant la réticence de Jean à dormir dans les hôpitaux, « Nous ne sommes pas de pauvres gens », on ne sait pas s'ils y ont dormi. Ils arrivent à Bordeaux le 18 février, ayant traversé les 185 km des Landes en 5 jours, soit 37 km par jour en moyenne. Ils quittent la ville dès le lendemain en bateau pour se rendre à Blaye, après avoir fait très grande chère. De nos jours, les pèlerins qui vont en sens contraire, vers Bordeaux, par la rive sud de la Gironde, prennent à Blaye un traversier très sécuritaire. Mais Jean eut à affronter une terrible tempête sur la Gironde. Que ce fut grand miracle que nous ne soyons pas noyés. Mais, grâce à Saint-Pierre, Jésus-Christ ou Saint-Jacques, ils en réchappèrent et arrivèrent à 10 heures du soir à Blaye, où leur ami, parti à cheval, les attendait avec un excellent souper. À l'étape suivante, à Plassac, Jean raconte. Après avoir soupé et payé notre écho, notre hôte revint en son hôtel. Il avait remarqué que je portais sur ma poitrine une croix rouge. Je lui répondis que c'était la coutume de tous les pèlerins, qu'ils aillent ou qu'ils reviennent du saint voyage de Jérusalem. Il se réjouit grandement de cela. Il fit mettre la table où il fallut que je m'asseye de nouveau. Il me fallut reprendre l'argent que j'avais payé. Il nous fit boire un bien meilleur vin que celui que nous avions bu. Il tensa très fort sa femme parce qu'elle nous avait donné à boire le moins bon vin qu'elle avait dans sa cave. Clairement, le pèlerinage de Jérusalem était une source de grand respect dans la population. Ils me supplièrent d'enlever la croix que je portais sur ma poitrine, à cause des mauvais garçons du pays qui haïssaient très fort les Anglais, car la croix rouge est l'emblème des Anglais. Je suivis ce conseil et enlevai la croix, mais je laissai celle que je portais à mon chapeau. Dans cette miniature du 15e siècle, représentant la bataille d'Azincourt, on voit les guerriers anglais à droite, arborant la croix rouge face aux Français avec la croix blanche. Il faut se rappeler que les Anglais furent maîtres de l'Aquitaine pendant plusieurs siècles, ce qui semble avoir entraîné une certaine hostilité de la part des habitants.
Parti de Plassac, il passe à l'abbaye de la Tenaille. Cette abbaye, qui date du XIIe siècle, disait posséder une relique importante, à savoir une pince avec laquelle on avait arraché les clous du Christ sur la croix. C'est ce que l'on peut encore voir sur le pignon de la chapelle, un des rares bâtiments de l'abbaye qui ait survécu. Mais il ne reste plus grand-chose de la splendeur que Jean a pu contempler, le domaine ayant été vendu à des intérêts étrangers qui laissent le terrain en friche. Le 21 février, il passe par Pons. Il est presque certain qu'ils ont dû passer sous la porte cochère de l'hôpital de Pons qui accueillait les pèlerins au XIIe siècle, car cette porte se situe sur la route Bordeaux-Poitiers qu'ils ont empruntée. C'est encore un gîte de pèlerins de nos jours. Arrivé le soir même à Saintes, il mentionne son église où se trouvent les reliques de saint Eutrope. Il dit « L'église Saint-Eutrope, nuit et jour, en temps de guerre ou autrement, est toujours ouverte. Pas un homme ou une femme y venant n'oserait y voler la valeur d'une épingle, car le feu le brûlerait immédiatement et il mourrait de mort soudaine. » Malheureusement, le temps a ôté à cette église une bonne partie de sa nef, qui menaçait de s'écrouler. Mais son impressionnant clocher est toujours là. De même que sa magnifique crypte qui abrite toujours les reliques de saint Eutrope que Jean a sûrement pris le temps d'aller honorer. Il passe ensuite par Audet et Melle, sans mentionner les très belles églises qui s'y trouvent. On ne retrouve plus le nom du village où il fit l'étape suivante, mais le lendemain, il mentionne ne pas avoir pu aller se coucher à Lusignan et passe sans s'arrêter à Poitiers et couche au village de la Tricherie. Il ne put faire halte à Lusignan car personne ne pouvait s'y arrêter, pèlerins, marchands ou autres, à moins de 2 lieues. Tel était le commandement du roi Charles, sous peine d'être pendu. Cette interdiction était due au fait que Monseigneur d'Orléans, nommé Albert d'Orléans, fut pris en la journée de bataille et ce jour fut amené prisonnier en la ville et château de Lusignan, lequel est situé fort haut sur une roche. On estime qu'il est le plus fort château du royaume de France. S'il est vrai que le château était énorme, comme le montre cette miniature du XIVe siècle, Jean se trompe sur le nom du prisonnier, qui se nommait Louis d'Orléans. Il deviendra le futur roi Louis XII, comme on le voit sur cette peinture, arborant son collier de l'ordre de Saint-Michel. La même distinction que son geôlier Charles VIII portait avant lui. Cette erreur sur le nom de Louis d'Orléans est d'autant plus étrange que Jean mentionne qu'il devint roi de France en 1498, ce qui prouve que ce passage a été écrit longtemps après son pèlerinage, alors qu'il aurait dû savoir le nom du roi de la France. Jean précise que Charles VIII était à cette époque fiancé à l'archiduchesse Marguerite d'Autriche, que nous retrouverons en Amboise un peu plus tard. Ces événements sont liés à ce qu'il fut convenu d'appeler la guerre folle entre Charles VIII, le duc Louis d'Orléans et le duc de Bretagne. Le pèlerin moderne qui désire voir la geôle de Louis d'Orléans sera bien déçu, car il n'en reste rien qu'un très joli parc, la promenade de Blossac, le château ayant été rasé sous Louis XIII. C'est dans les environs de Poitiers qu'il constate que ses chaussures sont déchirées. Mais ce qui le préoccupe le plus, ce sont les mouvements des troupes françaises qui se dirigent vers la Bretagne. Il terminera son voyage avec des chaussures en lambeaux. Le 26 février, 2 jours après la Tricherie, ils ne font que passer à Sainte-Catherine de Fierbois. Là où Jeanne d'Arc trouva son épée 60 ans plus tôt, laquelle la suivra lors du siège d'Orléans et au sacre de Charles VII à Reims. Le pèlerin actuel peut la contempler, mais pas Jean, car c'est selon toute vraisemblance un attrape-touriste. Jean ne mentionne pas la Pucelle, c'est un fait divers de l'histoire de France, et à cette époque, Valenciennes n'est pas en France, et il est pressé. Et la preuve, c'est que son étape suivante est Corméry, alors que le chemin actuel, plus long, passe par Tours, où se trouvent les reliques de Saint-Martin. Un des plus vieux et plus prestigieux pèlerinages de la chrétienté. Pour un amateur de reliques comme Jean, cela indique clairement qu'il a un sérieux mal du pays et qu'il ne fera plus de détour avant d'arriver chez lui.
Le lendemain, il passe sans s'arrêter à Amboise, et il mentionne qu'à ce moment, il vivait la petite archiduchesse, Marguerite d'Autriche, 9 ans, comme on peut la voir sur cette peinture à peu près contemporaine. Elle est l'héritière d'importants territoires bourguignons, proches de Valenciennes, dont plusieurs furent envahis par Louis XI. Pour faire la paix dans ces régions, une promesse de mariage avait été arrangée entre Charles VIII, 12 ans, et Marguerite alors qu'elle avait 3 ans. Elle fut donc arrachée à sa famille et élevée en France, comme le montre son pendentif en forme de fleur de lys. Elle ne le sait pas encore, mais Charles VIII va la répudier dans 2 ans, ce qui aggravera les tensions dans la région troublée de Valenciennes. C'est pourquoi Jean mentionne sa présence à Amboise. Le château actuel ne ressemble en rien à celui que voit Jean de loin. Car, à cette époque, seule la partie correspondant au triangle de droite existe. C'est dans cette partie que vivait la petite Marguerite d'Autriche. Sous Napoléon, 90% du château fut rasé, mais ce qui en reste demeure fastueux. Le même jour, ils dorment à Blois. Le château actuel est aussi très différent de celui qui aurait pu visiter Jean dans l'hypothèse, très peu probable, qu'il aurait été invité au château. Aucune des 3 ailes n'existait à l'époque. Celle de gauche, datant du XVIIe siècle, et celle du milieu, avec son escalier à l'italienne, ne fut construite que sous François Ier. Le propriétaire du château à l'époque du passage de Jean était le duc Louis d'Orléans, qui était en ce moment l'occupant involontaire du château de Lusignan. 9 ans plus tard, il sera le roi Louis XII, fera construire la partie droite du château, et de simple prisonnier deviendra le fier cavalier que l'on voit au-dessus de l'entrée principale. Le 28 février, il passe à Notre-Dame de Cléry, où se trouve toujours le tombeau de Louis XI, mort en 1483. Mais le pompeux monument actuel, 2 fois reconstruit après les guerres de religion et la Révolution, ne ressemble en rien au monument original qu'a vu Jean et dont on a retrouvé cette esquisse. Louis XI, qui raffolait de la chasse, se fit représenter en simple habit de chasseur, avec ses éperons et son chien. Très superstitieux, il venait régulièrement faire ses dévotions à Cléry et choisit de s'y faire enterrer, boudant la nécropole royale de Saint-Denis, là où sont enterrés un grand nombre des souverains de France. Après avoir couché le même jour à Orléans, nos 2 compères prennent la droite route vers Paris, passant par Toury, Angeville, Étampes, Montlhéry et Bourg-la-Reine, comme sur le chemin de Tours actuel, mais en moins de 3 étapes au lieu des 6 actuelles. De Paris, il ne dit rien, sauf qu'ils y ont mangé de petits pâtés. Il couche à Saint-Leu, au nord de Paris. Jean entame le dernier segment de son voyage, mais pas le moins dangereux. La France et le Saint-Empire romain germanique se disputent les territoires bourguignons, au milieu desquels se situe Valenciennes. Sur cette carte, on voit les alliés d'alliance française avec le fleur de lys et celle du Saint-Empire romain avec l'aigle à double tête et les villes neutres, dont Valenciennes, avec une croix blanche. Dès Paris, on l'avertit des dangers des bandes de soldats pillant et tuant les voyageurs dans la région de Cambrai. Il se dirige donc vers Amiens pour y prendre un conseil auprès d'un seigneur ayant fait le voyage en Terre Sainte avec lui. Ensuite, il se rend à Rubempré, voir le seigneur du lieu, qui lui aussi avait fait le voyage en Terre Sainte avec Jean. Il lui propose de faire un simulacre d'échange de prisonniers avec les militaires d'Arras dans l'autre camp pour récupérer un pèlerin d'allégeance française arrêté précédemment. Jean refuse et repart le lendemain pour Arras, où il est reçu avec suspicion, mais il prétend se rendre à Tournai et son statut de pèlerin de Jérusalem lui vaut de passer malgré tout. Il couche donc dans un village près de Douai, dans lequel, ce même jour dans l'après-midi, les Français et les Bourguignons s'étaient battus et entretués. Dans tous les villages entre Arras et Douai, aucun homme n'aurait osé coucher dans son lit. Néanmoins, cette nuit-là, moi et mon compagnon avons couché dans un très bon lit. Le lendemain, ils arrivent à Douai, où leur statut de pèlerin de Jérusalem leur ouvre encore les portes. Son compagnon de voyage l'ayant quitté là, Jean repart seul sur les chemins où il croise des soldats en train de piller, mais qui ne le molestent pas. C'est ainsi qu'il arrive à Valenciennes, où il rencontre un charretier qu'il reconnaît. Jean lui demande d'aller voir sa belle-mère et lui demander de lui apporter une paire de chausses et rien d'autre. Maintenant, convenablement chaussé,
il rentra le 7 mars 1489 dans la ville, acclamé par une foule de 300 à 400 personnes. Le voyage de Jean dura 1 an et 11 jours. Il a parcouru environ 12 000 km à cheval, par bateau et à pied. Dans la section couverte par cette présentation, en France et en Espagne, il a marché sur environ 3 700 km en 91 jours, soit 40 km par jour en moyenne. Sur ces 91 jours, il n'aura pris qu'une seule journée de repos à Noël à Béziers. Ses 2 plus longues journées de marche étaient de 90 et de plus de 100 km. J'espère que cette présentation vous aura démontré les similarités et les différences entre ce que vit un pèlerin actuel et cet exemple particulier d'un pèlerin du 15e siècle. Il faut se défaire de l'idée que nous puissions ressentir ce que les marcheurs du Moyen Âge ont pu vivre, tant les conditions, les paysages et les croyances ont pu changer. Mais la marche nous unit encore avec ces gens du passé et il subsiste encore des lieux, des monuments et des artefacts que nous pouvons voir et que ces lointains ancêtres ont contemplés. Ultreia.